du Mignon. La route qui se situe là constitue la limite du périmètre Natura 2000 dans lequel est classé le Marais Poitevin et la vallée du Mignon. Et cette route constitue également une des limites du périmètre rapproché du captage d'eau de Chercout. Donc en fait, la raison principale pour laquelle on est là aujourd'hui, l'élément visuel principal qu'il faut repérer, c'est cette petite cabane de pompage qui est là-bas, et qui pour une fois dans notre paysage n'est pas un pompage à vocation strictement agricole, mais bien là un pompage à vocation de fournir de l'eau potable, puisque sont extraits à ce captage près de 10% de la ressource en eau potable pour l'ancien syndicat Mignon Courance. L'élément qui nous a alertés et qui nous a dit qu'il était temps de dénoncer ces pratiques parfaitement incompatibles avec la protection de l'eau potable, c'est des pratiques qu'on a constatées il y a 3 semaines. La première chose qui nous a fortement alertés, c'est ce terrain qui est juste derrière vous, qui s'il est orange, c'est pas parce que l'herbe est fanée, c'est bien parce que ici a été épandu dans les 2 dernières semaines du glyphosate, donc une molécule dont vous savez qu'elle est herbicide et potentiellement cancérigène. Et donc ce champ glyphosaté appartient à un des irrigants connectés à la bassine. Je vais tout de suite préciser qu'on ne vous donnera pas de nom. L'objet de la journée n'est pas de dénoncer les exploitants qui ont ce type de pratique, mais bien l'État et la communauté d'agglomération niortaise qui est censée protéger le captage d'eau potable, qui laisse ce genre de pratique se faire sur le territoire. Malheureusement, tout ce que je veux dénoncer là n'est pas du ressort de l'illégalité, mais bien de la large insuffisance de l'État. Et pour le coup, la question elle se passe plus sur la question de l'enjeu entre l'Europe et la France, dans quelle mesure la France ne respecte pas et ne met pas en œuvre les directives européennes sur son territoire alors qu'elle y est obligée. Je propose qu'éventuellement nous avancions, parce que je crains qu'on ne puisse pas accéder au niveau de Chercout. Donc avançons. On pourra noter que jamais, au grand jamais, le captage de Chercout n'aura été aussi bien protégé par l'État. Malheureusement, c'est pas avec des matraques qu'on empêche la pollution d'arriver dans le captage d'eau potable. Donc c'est très bien que l'État ait envie de mettre des moyens pour protéger l'eau. Juste, il se plante sur les outils, il se plante sur la méthode eau. Mais ce serait vraiment utile que tout cet argent public soit dépensé à bon escient. L'an dernier, il y a une étude commandée à un hydrogéologue qui a donc étudié ce captage, et à sa première lecture, c'était que cet hydrogéologue annonçait ne pas savoir évaluer les conséquences du remplissage simultané de toutes les bassines qui doivent se faire en périmètre de Chercout. Donc un captage d'eau potable, comment ça se protège en théorie? Il y a une protection immédiate. La protection immédiate, c'est les 1000 m² que vous avez devant vous. Donc là, la protection, c'est qu'il n'y a pas de produit, et éventuellement une opération de tonte qui peut se faire régulièrement. Il n'y a en théorie pas d'autre intervention. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le périmètre rapproché. Et c'est là déjà que le bas blesse, puisque vous voyez le périmètre rapproché, c'est derrière nous. Et sur cette parcelle, année après année, sont mis en terre du maïs. La preuve en est, c'est qu'au sol, vous voyez les restes de la culture de maïs, les chaumes de l'an dernier. Et que quand on y regarde de plus près, c'est tout sauf du maïs bio. Dans les 2 autres constats qu'on veut vous partager aujourd'hui, il y a ce glyphosate là-haut, mais il y a également que sur cette parcelle qui a été ensemencée ces derniers jours, mais vous verrez qu'il y a plein de petites pastilles blanches, en quantité. Ces pastilles blanches, ce sont des engrais azotés. Également, plus difficile à percevoir à l'œil, des petites pastilles plutôt rosâtres. Et ça, ce sont des engrais phosphatés. Et malheureusement, là encore, rien n'est dit dans l'arrêté préfectoral de protection de ce captage quant au dosage qu'on peut mettre en terre juste à côté de ce captage. Sachant que ce captage, en parallèle de ça, très régulièrement, il est en dehors des clous au niveau des nitrates, ou vraiment en limite très très haute, ce qui nécessite de le rediluer avec des eaux moins polluées en nitrates. Et le dernier scandale, c'est que lors de l'ensemencement de cette parcelle, un camarade a pu récupérer des grains qui n'étaient pas suffisamment enfouis. Ce qui, soit dit en passant, est une erreur professionnelle qui devrait être verbalisée. Parce que comme ces grains sont enduits de pesticides et que ça reste un aliment pour les animaux, ça peut être très attractif pour ces bestioles qui peuvent les consommer et en mourir.
Et donc, nous avons ici le type de semence qui a été mis en terre dans cette parcelle-là. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de vous dire de quoi est constitué l'enrobage. Une chose qu'on peut affirmer à coup sûr, c'est que s'agissant d'un enrobage rose fluo, on est bien dans des enrobages avec pesticides. Quand il s'agit d'enrobage bio, c'est toujours grisâtre, avec des huiles essentielles, etc. En fait, si on a fermé ce bocal, c'est qu'on soupçonne en particulier une molécule qui est très régulièrement utilisée en enrobage, notamment pour lutter contre les corvidés. Et cette molécule s'appelle le ziram. Il y a vraiment intérêt à le garder enfermé, puisque les poussières du ziram sont mortelles à l'inhalation. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est la politique pour la gestion de l'eau avec ou sans bassine. Donc, même sans bassine, c'est compliqué d'avoir une politique qui fait de la gestion de l'eau en dehors de la politique qui s'occupe des pesticides, par exemple. Là, en France, on sait qu'on est presque sûr qu'on ne va pas atteindre le bon état de l'eau en 2027, alors qu'il était prévu au départ pour 2015. C'est exactement pareil avec Ecophyto qui était prévu pour 2018. Et on est encore en train de dire que peut-être qu'en 2025, on aura quelques résultats, mais c'est très peu probable. Donc en fait, voilà, c'est la politique de l'eau en général et donc la politique agricole qui va avec. Et on se pose la question, est-ce que c'est normal, par exemple, que ces graines que Julien vous a montrées, c'est de l'enrobage de semences, est-ce que c'est normal que ça fasse partie de l'IFT, c'est-à-dire de l'indice de fréquence des traitements qui permet de savoir si oui ou non on a utilisé plus ou moins de pesticides. En fait, non seulement la quantité de pesticides épandus n'a pas diminué, mais en plus, les pesticides qui sont mis sur des enrobages de semences ne sont pas comptés. Or, ils sont de plus en plus utilisés. Donc ça, c'est une des questions. L'autre question, c'est est-ce que c'est normal sur une zone de captage, sur une zone Natura 2000, sur une zone humide, est-ce que c'est normal d'utiliser du glyphosate, comme là-bas, des traitements de semences, comme ici? Voilà, et ça, c'est avec ou sans les bassines. Donc, évidemment, avec les bassines, c'est plutôt pire, parce que bien que présentées comme étant un accélérateur de transition, elles sont là pour conforter un modèle qui n'est pas du tout celui pour lequel on se bat. Juste pour donner un petit exemple, la bassine de Mosée qui est juste à côté, elle peut se remplir pendant tout le mois de février. Ils ont l'autorisation de la remplir, même si la nappe phréatique est bien en dessous du niveau minimum des 20 dernières années. Donc ça, c'est complètement scandaleux, quoi. Hier, il y a eu un article dans la Nouvelle République de la COP de l'eau qui disait heureusement qu'on a rempli les bassines avec cette eau qui sinon serait déjà à la mer depuis longtemps. Or, c'est faux. L'eau qui est dans les nappes phréatiques, c'est justement l'eau qui n'est pas allée à la mer depuis longtemps. Et donc l'eau qui est dans les bassines actuellement, c'est celle qui devrait être dans les nappes et qui fait actuellement défaut puisque on est en alerte rouge partout dans cette zone. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un exemple, on peut illustrer ce qui s'est passé sur les bassins versants et sur les zones protégées. Donc on est dans le périmètre du Marais Poitevin, la grande zone humide, deuxième de France. Et ces zones humides-là ont été partiellement, enfin grande partie détruites sur les 100 dernières années. Donc on a perdu à peu près 2,5 millions d'hectares de zones humides. Donc c'est assez catastrophique. Et donc ici on a le cas, c'est qu'on a une ancienne prairie qui a été labourée il y a un certain nombre d'années et qui est en ce moment cultivée en zone Natura 2000 avec des épandages importants d'azote et de pesticides. Et au passage, vous voyez que ces parcelles-là ne font pas l'objet de mesures de protection pour les nitrates, puisque la profession agricole a réussi à obtenir le fait qu'il n'y aurait pas de couverts végétaux à partir du moment où il y avait du maïs, parce qu'on enfouissait les restes de maïs et ça servait à manger l'azote qui était en surplus. Et là on voit très bien que d'abord ça n'a pas été enfoui, que ça a été inondé et qu'il n'y a aucun captage d'azote en surplus sur cette parcelle-là. Donc tout fout le camp à la nappe et le mignon est juste à côté derrière. Donc sur les zones humides, on a perdu énormément de biodiversité, en particulier aussi parce que tous les bassins versants ont été massacrés. Donc si la zone humide peut fonctionner, c'est qu'elle est alimentée par l'eau qui vient des bassins versants. L'eau, elle ne vient pas du marais, l'eau qui est dans le marais, elle ne vient pas du marais, elle vient des bassins versants. Donc toutes les pratiques agricoles, depuis un certain nombre d'années, ont détruit le fonctionnement des bassins versants et on a perturbé durablement le grand cycle de l'eau. Donc à partir de là, on a rajouté les pesticides, on a labouré dans le Marais Poitevin, c'est 40 000 hectares de prairies qui ont été détruites quand même.
ce qui a déclenché un contentieux dans les années 90-2000, avec un plan gouvernemental Marais Poitevin qui n'a pas été appliqué. Donc ça veut dire qu'il y a un échec total de la politique française sur l'environnement et sur l'agriculture. On peut le vérifier dans un document très récent, puisque la France devait soumettre à l'Europe, sur la nouvelle PAC 2023-2027, un plan stratégique national. Donc ce plan stratégique national a été fortement critiqué par les autorités environnementales, ne va pas être en mesure de répondre aux préoccupations pour la protection de l'environnement. On aurait pu, à l'occasion de la mise en place de ces stockages d'eau et de ce protocole agricole, améliorer un certain nombre de choses sur les bassins versants. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait. Dans les zones humides, il faut avoir une gestion de l'eau qui est compatible avec les enjeux environnementaux. Et donc, on a vu que les prélèvements agricoles étaient largement supérieurs aux capacités des milieux. En plus, on va avoir des prélèvements divers. Donc, encore une fois, ici, l'État, les pouvoirs publics ont échoué à mettre en place une vraie politique agricole pour la protection de la zone humide. Il faut savoir que dans le Poitou-Charentes, on a une richesse particulière au niveau avifaune. On a des oiseaux de plaine qui s'appellent le busard cendré, le busard Saint-Martin, le dicnème criard ou l'outarde canne-petière, qui sont les cœurs de population de la France, voire de l'Europe, au sein du Poitou-Charentes. Et si on regarde les zones Natura 2000, on est dans une zone Natura 2000 ici, il y en a bien d'autres dans le Poitou-Charentes qui ont été réalisées, ces zones Natura 2000 qui ont été labellisées pour la protection des oiseaux de plaine du Poitou-Charentes et notamment les 4 espèces que je viens de citer. Donc ces 93 réserves de substitution, si on regarde la répartition de chacune d'elles, elles se trouvent soit à l'extérieur, ils entourent ces zones Natura 2000, soit même à l'intérieur des zones Natura 2000. Et puis hier, 5 mai, il y a eu un rapport de l'INRAE et de l'IFREMER sur l'emploi des pesticides. La rémanence de ces produits est très longue et on la retrouve partout, dans tous les milieux, de la terre à la mer, sur l'expertise qui a été réalisée par ces chercheurs, qui ont analysé 4000 articles scientifiques, prouve qu'on a cette molécule, notamment du glyphosate, que l'on retrouve partout sur tous nos territoires. L'espoir, c'est que y a d'autres façons de faire. Il y a quand même plein de paysans qui se sont regroupés en CIVAM, qui essaient par eux-mêmes de trouver des solutions pour mettre moins d'engrais, moins de chimie et avoir quand même des rendements intéressants. Je pense qu'il y a un équilibre qui a été dépassé autour des années 80 et tout ce qui a été cherché en rendement supplémentaire, c'est de la chimie et c'est de l'argent, que peut-être il faudrait tabler sur des rendements un petit peu moins importants, de qualité supérieure. Et je suis persuadée que la marge des paysans serait aussi bonne et que leur morale aussi serait bien meilleure. Je vous ai amené un petit échantillon. Alors moi, contrairement aux semences et tout ce qu'on peut ne pas manipuler, là je vous ai amené un petit panier de métail. En fait, pour éviter d'avoir à mettre des engrais, des pesticides, il y a une autre façon, un autre grain à apporter. Nous, on se dit, on mélange différentes céréales, différents protéagineux qu'on sème et la diversité de ces plantes va produire des interactions bénéfiques aux unes et aux autres. Par exemple, le triticale qui a été cultivé avec des pois et des févrales sera plus riche que s'il était cultivé tout seul. Voilà. Alors là, bon, il y a certainement des interactions au niveau des rhizomes et tout ça, mais le phénomène n'est pas encore vraiment connu. Les chamans inuits étaient bien plus intelligents que nous parce qu'à l'époque, ils avaient déjà compris qu'au pôle Nord, il n'y avait jamais une plante qui poussait toute seule. En général, il y en avait 3 d'un coup. Enfin, il y avait toujours 3 parce qu'elles avaient besoin de toutes les 3 là pour pousser. Et donc, si on change ce regard, on amène la chimie pour arriver à avoir ce qu'on veut et qu'on essaie de reprendre les choses à la base et de dire comment laisser le monde vivant interagir et produire les choses à notre place, c'est quand même bien mieux. Alors j'ai un certain nombre d'annonces à vous faire concernant le combat, où on en est et où on va. Nous allons sortir dans les prochains jours un ultimatum à destination des porteurs de projets et de l'État, signalant qu'au moindre démarrage de nouveaux projets de bassines, il y aura une manifestation nationale massive avec des modalités d'action hyper déterminées, 3 semaines après le moindre indicateur de démarrage de travaux, sachant qu'on surveille très attentivement 3 secteurs où la COP de l'eau a annoncé ses travaux, c'est Épanne, Prières et Sainte-Soline,
la plus grosse bassine, donc, et potentiellement qui démarrerait en août ou en septembre. Également, qu'à travers ce qui est lancé, le documentaire avec la 5e, nous allons rentrer en enquête, nous allons rentrer en investigation. Et donc, nous allons mettre en place des mesures, on l'espère au niveau du captage, au niveau de la rivière, peut-être des analyses de sol, pour voir si on retrouve ces résidus, pour voir si on arrive à trouver quelle molécule enrobe le maïs qu'on a trouvé là, avec, je vous le rappelle, une très forte présomption, une très forte inquiétude qu'il s'agisse de Ziram. Mais si c'est pas Ziram et que c'est un autre insecticide ou herbicide, juste à côté d'un captage, ça posera la même problématique. Et également dans les annonces qu'on a à vous faire, quand il s'agit de proposer des alternatives et à coût équivalent, voire largement inférieur, on pourrait complètement reformater et repenser les pratiques agricoles, notamment sur ce périmètre immédiat du captage de Chercout. Eh bien, je vous l'annonce aujourd'hui, nous proposerons, nous, organisations, avec les citoyens, un projet alternatif au projet d'arrêté défendu par le préfet. Et c'est une nouvelle approche, puisque quand on fait un projet alternatif, il doit être étudié avec autant d'attention et de considération que le projet initial. Donc, nos organisations sont en chemin et sont en train de se donner les moyens, y compris techniques, financiers, humains, pour que dans les mois qui viennent, nous soyons en mesure de présenter un projet alternatif de territoire qui permettra à tous les citoyens qui ont été exclus des négociations, toutes les organisations qui ont été mises de côté, les syndicats, etc., nous allons écrire et faire des propositions très concrètes. Une des mesures phares, c'est que sur un périmètre à déterminer, il y a une acquisition par les collectivités, que le foncier appartienne aux collectivités, qu'elles soient l'État, le Conservatoire des espaces naturels. Là, il y a tout un tas d'organismes qui peuvent faire l'acquisition. Ils ont les armes juridiques pour faire ces préemptions, et de manière qu'à partir de ce moment-là, toutes les pratiques exercées sur ces territoires seront compatibles avec la protection de l'eau potable. C'est pas de la science-fiction, il y a des collectivités qui ont déjà fait ces choix, et parmi ces collectivités, il y en a une qui aurait dû faire école un peu partout dans toutes les grands mégalopoles, c'est Munich, qui a fait le choix de l'acquisition systématique de toutes les terres agricoles en périmètre immédiat de la commune, de manière à imposer du maraîchage biologique et de faire cette grande boucle que nous souhaitons tous, qui est